pour ce qui est du testament, il faut qu'il soit déposé chez le notaire de famille, qui va le garder dans son coffre, qui aura un fichier particulier pour ça, pour l'identifier, et qui va notifier qu'il y a un testament, ou une donation entre époux d'ailleurs, à un fichier central tenu à Venelle, près d'Aix-en-Provence. Et quand un notaire, c'est important, on ne l'avait pas encore dit, quand il y a un décès, le notaire doit interroger ce fichier. Monsieur Pierre-Paul-Jacques Durand est décédé, acte de décès, j'ai la succession, veuillez ouvrir le fichier. Et là, on suit le parcours de ce personnage qui a pu être cadre ou technicien dans différents endroits de France, et on retrouvera son parcours juridique. Et si le testament est déposé chez un notaire et notifié sur le fichier, il ne risque pas d'être oublié, ce testament. L'inconvénient parfois des testaments que les gens gardent chez eux pour le modifier, c'est que parfois ils ne réapparaissent pas. Ouais. Hein, c'est-à-dire ça, c'est un point important. Quelqu'un l'a trouvé et il l'a mangé. Oui, ça, c'est dans les films, mais ça doit exister parce que parfois, on sait que le testament il doit être à tel endroit et il n'a jamais été retrouvé. Voilà. Ouais, bon, il peut simplement avoir été égaré et vraiment bien trop rangé. On en trouve d'autres, mais avec une autre écriture. Avec une autre écriture, oui. C'est autre chose, parce qu'effectivement, si le testament est manuscrit, c'est de la main même de son auteur. C'est pas dire, ma chérie, son épouse, tu écris mieux que moi, rédige-le, le signerai. Ça, c'est un cas de nullité. Rédiger de la main de l'auteur, daté avec précision. Ça ne peut pas être écrit sur un ordinateur. Non, du tout. Et daté avec précision et signé. Et daté avec précision parce que le testament le plus récent a vocation à annuler le plus ancien. Hein, et on fait attention à la rédaction. Chaque mot a son importance. C'est à la fois très simple de faire un testament manuscrit, écrit, daté, signé, mais chaque mot a son importance. Donc il faut un conseil pour son exécution et tout ça. Bon, alors effectivement, les points principaux, on reçoit la famille, on fait un bilan familial et patrimonial, on voit ce qu'il est possible de donner. D'ailleurs, excuse-moi, je fais un aparté. Tout à l'heure, vous avez dit on va accepter une succession. Ça peut surprendre les gens. Mais quand on est héritier, on accepte une succession si elle est bénéficiaire, mais s'il y a des dettes. Oui, c'est des dettes. J'allais vous poser la question. Si la personne a fait un testament en espérant laisser un patrimoine à une œuvre et que malheureusement les pathologies se sont mélangées, ça, elle a vécu très longtemps avec des pathologies et quand elle meurt, il ne reste rien à part des dettes sociales, l'héritier ou l'œuvre peut renoncer purement et simplement à la succession, auquel cas, terminé. Mais il ne paiera pas les dettes. C'est valable aussi pour les enfants ou les neveux ou nièces héritiers. Hein. Voilà. Donc après, le choix est à faire. Moi, je dis toujours l'anticipation, le bilan patrimonial, la détermination du choix, et on aura la sérénité, la tranquillité. Que puis-je dire d'autre ? Au moment du règlement de la succession, on peut peut-être aussi ajouter qu'on peut consulter l'AGIRA, qui est l'association de gestion d'informations sur le risque en assurance. Le Secours catholique, par exemple, le consulte systématiquement quand on ouvre un dossier de succession, et ça nous permet de savoir si le bienfaiteur qui a consenti un legs a également consenti une assurance vie ou plusieurs contrats d'assurance vie pour l'association ou pour toute autre personne d'ailleurs, puisque si effectivement il y a un ou plusieurs contrats d'assurance vie, ce sont les bénéficiaires du contrat d'assurance vie qui seront contactés par l'AGIRA pour leur dire qu'effectivement il y a un contrat à leur bénéfice. Et quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu qui décèdent, parfois on peut interroger un organisme FICOBA pour savoir où il avait des comptes. D'accord.